Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 11 mai 2022, en sa séance ordinaire de 9 h à 15 h 30, sous la présidence de son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre donc de la présidence du FASO, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation et de suivi de la transition. Le Conseil d'orientation et de suivi de la transition est le deuxième organe de l'architecture institutionnelle de la transition. L'article 13 de la Charte de la transition dispose qu'il est l'organe de définition et d'orientation des questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Il fixe les grandes orientations des politiques de l'État en la matière et assure le suivi de la mise en œuvre de la transition. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de la transition. Pour le compte du ministre d'État, ministre auprès de la présidence du FASO, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, le Conseil a adopté un décret portant organisation du cabinet du ministre d'État auprès du président du FASO, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. L'adoption de ce décret permet au département chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale d'assurer efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret numéro 2022 du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement, du décret numéro 2016 du 23 mars 2016 portant organisation des services de la présidence du FASO et du décret numéro 2022 du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre de la primature, le Conseil a examiné 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant statut de pupille de la nation, du projet de loi portant statut de héros de la nation, du projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la nation. Ces projets de loi permettront une meilleure prise en charge des enfants mineurs, des victimes de terrorisme, des martyrs ou d'invalides, ainsi que des héros de la nation. Elles permettront également d'apporter un soutien efficace aux familles endeuillées ou devenues vulnérables du fait de certaines circonstances ou événements. Le Conseil a donc marqué son accord pour la transmission de ces 3 projets de loi à l'Assemblée législative de la transition. Au titre donc du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, plusieurs décrets. Et le premier décret est relatif à l'adoption d'un projet de décret portant réglementation générale de l'endettement public et de la gestion de la dette publique au Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour l'adoption donc de ce décret. Toujours au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a entendu un rapport relatif à la situation d'exécution du budget de la Trésorerie de l'État, exercice 2021 au 31 décembre. Il a également entendu un rapport relatif à la situation d'exécution du budget et de la Trésorerie de l'État, exercice 2022 au 31 décembre. Les 2 rapports ont été donc, le Conseil a marqué son accord pour l'adoption de ces 2 rapports. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport portant gestion durable des sols au Burkina Faso. Ce projet de loi, c'est un projet de loi. Ce projet de loi vise à assurer une gestion durable des sols dans l'intérêt des générations présentes et futures et d'encadrer les actions d'exploitation des sols au Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission donc, du dit projet de loi à l'Assemblée législative de la transition. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté donc 2 rapports, 2 décrets portant respectivement création d'emplois à l'Université Thomas Sankara et nomination d'enseignants-chercheurs de l'Université Thomas Sankara dans les emplois de maîtres de conférences. L'adoption donc de ces décrets permet la création de 9 emplois
de maîtres de conférences agrégés à l'université Thomas Sankara et la nomination de 9 enseignants-chercheurs dans les 10 emplois. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection civile, le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'autorisation de recrutement sur concours au titre de l'année 2022. Le Conseil a marqué son accord pour l'adoption, le recrutement sur concours professionnel et au titre des concours directs de l'année 2022. Plusieurs communications orales. Il s'agit donc, au titre du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, une communication orale sur l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 2022 contre la maison d'arrêt et de correction de Nouna. Donc c'est aux environs de minuit que des individus lourdement armés ont pris d'assaut la maison d'arrêt et de correction de Nouna. Et selon les témoignages recueillis, les assaillants étaient en un très grand nombre quand même, environ 150 personnes. Les objectifs de cette attaque sont pour le moment encore non précis, mais selon les sources et les témoignages, vraisemblablement, les terroristes étaient venus libérer 4 des leurs et encore peut-être qu'ils étaient à la recherche de ressources humaines pour alimenter leur base. Toujours est-il que le ministère a pris des mesures et plusieurs propositions ont été faites pour éviter ce genre de situation à l'avenir, notamment concernant les autres maisons d'arrêt dispersées un peu partout sur le territoire national. Ensuite, le ministère des Mines a fait une communication sur la situation de Perquois. Je reviendrai sur ça beaucoup plus en détail tout à l'heure. Le ministère de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale également a fait une communication orale sur la commémoration de la 5e journée internationale du vivre ensemble en paix au Burkina Faso. Donc, en rappel, c'est la résolution du 8 décembre 2017 adoptée par la 72e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à l'unanimité des 193 États membres qui a proclamé le 16 mai, Journée internationale du vivre ensemble en paix, en tant que moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Le ministère de la Communication, de la Culture et des Arts et du Tourisme a également fait une communication orale sur l'organisation de la 25e édition des prix Gallian. Le ministre a précisé que l'organisation, la préparation en tout cas se passe très bien et que tout est mis en œuvre avec l'ensemble de ses collaborateurs pour que cette année, la 25e édition des prix Gallian se déroule très bien. Ensuite, sur la question de Perquois. À ce jour, effectivement, les recherches se poursuivent. Il est très difficile de donner l'ensemble des détails qui se passent, en tout cas à Perquois, parce que beaucoup d'efforts ont été menés, y compris par le gouvernement, y compris par les acteurs des organisations sociales qui sont basées à Réau, y compris la cellule de crise qui a été installée, qui intègre également les familles des victimes. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus de 164 millions de litres d'eau qui est au niveau de cette mine souterraine. Le volume d'eau pompé à ce jour est de 38 781 000 litres d'eau, soit à peu près 24% du volume total. Mais il faut savoir qu'il reste quand même à peu près 10 mètres pour atteindre la chambre de refuge que nous estimons ou que nous espérons de tout notre cœur où que les 8 mineurs se sont réfugiés. Au moment du drame, il y avait 24 mineurs à l'intérieur de la mine. 16 ont pu sortir et les 8 n'ont pas pu sortir. Au début des opérations, il fallait d'abord dégager la descendrie, c'est-à-dire la voie qui permet d'accéder au fond de la mine. C'est une mine souterraine qui fait 710 mètres de profondeur. Et donc, les eaux de pluie avaient entraîné beaucoup de déchets et de boue obstruant justement les voies de passage. Donc, il fallait travailler d'abord à dégager les voies de passage, ce qui a été fait. Plusieurs pompes ont été mises en œuvre pour pomper l'eau et l'amener à l'extérieur. D'abord, il faut dire que la mise en place de la tuyauterie qui permet le pompage est très complexe, vu la profondeur
de cette mine souterraine. Ensuite, les groupes électrogènes, les groupes de pompage qui avaient été installés fonctionnaient au diesel. Certains tombaient en panne parce qu'il fallait des maintenances continues. Aujourd'hui, l'ensemble des équipements ont été renforcés par du matériel donc venu d'Afrique du Sud, mais également du matériel venu du Ghana voisin à côté. C'est l'occasion pour nous de saluer la solidarité africaine par rapport à ce soutien-là. Avec le ministre des Affaires étrangères et la collaboration internationale, on a pu vraiment travailler à ce que le matériel arrive le plus tôt possible sur la mine. Beaucoup d'ingénieurs sont sur la mine, que ce soit des techniciens appartenant à nos structures décentralisées, notamment le ministère de l'eau est présent sur les lieux, le Haut Commissariat est présent sur les lieux, le gouverneur est présent sur les lieux, les familles des victimes également ont accès au site pour contrôler et voir les travaux. Il a été mis en place donc des points journaliers, notamment à partir de 8 heures, je pense, où les techniciens de la mine et les techniciens de l'administration publique ensemble donnent un point de la situation par rapport à la veille. Et donc régulièrement, nous avons une situation qui évolue et nous espérons donc arriver à cette chambre de refuge dans les heures ou dans les jours qui suivent, si le système de pompage qui a été installé également en parallèle au système de pompage diesel, donc il y a un système de pompage électrique qui est installé, si tout fonctionne bien, si les maintenances sont faites régulièrement, et donc normalement nous devrons atteindre cette chambre de refuge. C'est une chambre de refuge qui était prévue pour recevoir 26 personnes, avec bien sûr de la nourriture. Quand on parle de nourriture, ce sont des denrées non périssables, notamment des céréales ou des biscuits, qui permettent à 26 personnes de rester là avec de l'eau pour au moins 3 semaines. Donc ils sont au nombre de 8 normalement. Nous espérons qu'on arrivera à temps en tout cas à cette chambre de refuge-là. Toujours est-il que nous fondons l'espoir qu'ils y soient, qu'ils aient pu en tout cas rejoindre cette chambre de refuge. Et donc à ce jour, on constate toujours que la jauge d'aération fonctionne toujours. C'est vraiment ça qui nous fait dire que la chambre de refuge n'a pas été inondée. Mais il faut attendre encore que le système de pompage continue de s'évacuer. Le Conseil de ministres a pris 2 décisions importantes suite donc à un exposé montrant des dysfonctionnements graves dans certaines sociétés. Il s'agit donc du directeur général du cadastre minier qui est relevé de ses fonctions avec effet immédiat, du directeur général de l'ONASER qui est aussi relevé de ses fonctions avec effet immédiat. Les prix des hydrocarbures au Burkina sont proposés par un comité interministériel composé de 9 membres. Et donc, qui dit interministériel, dit donc une représentation des différents ministères, y compris la primature. Et ce comité fait des propositions, disons se réunit régulièrement, fait des propositions tenant compte des circonstances. Ces propositions sont validées par le gouvernement et à l'issue de cette validation, un arrêté est signé, que vous connaissez déjà, vous avez dû voir les arrêtés antérieurs. Et à l'occasion des conférences, des points de presse antérieurs, on vous avait dit effectivement qu'on dira au peuple ce qu'il y a. Vous avez dû constater qu'en l'espace d'1 mois et demi, certains pays ont augmenté 2 fois, certains de nos pays voisins. Et comme vous devrez le savoir aussi, nous sommes en moyenne, avant cette situation, en moyenne à 2 millions de litres jour. Et étant donné qu'on est moins cher que la plupart de nos voisins, les consommations frontalières ont explosé parce qu'il y a une exportation de notre carburant et donc de notre subvention vers nos voisins. Cette situation aggrave les déficits parce que si la Sonabi achète à 900 et revend à 500, ça veut dire que c'est l'État qui est censé combler 400. Et ça veut dire que chaque litre exporté frauduleusement ou par un camionneur qui a préféré faire le plein à 50C, à Ouissa ou ailleurs avant de traverser la frontière, il y a une subvention de 400 par litre. On a le choix en tant que gouvernement de risquer la pénurie parce que la Sonabi n'arrivera pas à renouveler son stock de liquidités parce qu'elle l'achète plus cher pour revendre moins cher.
Et connaissant les contraintes budgétaires, l'État n'est pas en mesure toujours de disposer du cash pour réinjecter dans la Sonabi pour lui permettre d'acquérir. Donc, en tant que gouvernement responsable, on a le choix entre la pénurie. Et en cas de pénurie, vous avez constaté la dernière fois, lorsqu'il n'y avait pas de carburant, le litre a été vendu à 1000 francs. Ou une augmentation qui va au moins permettre de réduire le flux d'exportation illégale. Rien qu'hier, c'est des centaines de fûts qui ont été saisis en train d'être exportés frauduleusement. Face à cette situation, on a d'autres choix que d'assumer les responsabilités. Et assumer les responsabilités, c'est parmi les différents mots, c'est de prendre le moindre mal. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, c'est douloureux, c'est vrai. Notre peuple est suffisamment éprouvé, c'est vrai, mais on sera tous plus éprouvés s'il n'y a pas de carburant. Et donc, le gouvernement n'avait d'autre choix que d'autoriser une augmentation du prix des hydrocarbures. Nous avions promis que, quelle que soit la situation, nous dirons la vérité à notre peuple. C'est ça, cette vérité. Nous sommes dans une situation où on a d'autres choix que d'augmenter le prix des hydrocarbures. Sinon, on risque d'aller vers la rupture, et en cas de rupture, ce serait pire qu'une hausse des prix. Maintenant, en tant que gouvernement responsable aussi, nous sommes en contact permanent avec les différents acteurs, notamment les organisations professionnelles des transporteurs que nous avons rencontrées et que nous avons rencontrées même hier encore et avec lesquels nous avons évoqué cette question à leur demande. Comment faire pour réduire l'impact sur le quotidien des Burkinabés, sachant qu'une augmentation du prix du carburant induit le plus souvent une augmentation du coût des transports, donc qui induit une hausse généralisée des prix, alors que déjà les prix sont élevés. Donc des actions sont en cours dans ce domaine-là, mais effectivement le gouvernement a validé une augmentation du prix des carburants. Ce n'est pas le ministre du Commerce, c'est le gouvernement du Burkina Faso, tenant compte des circonstances pour s'aligner également à la pratique sous-régionale et pour limiter l'exportation de nos subventions. La subvention est de 400 francs par litre. Pour que ce soit supportable, vous avez suivi la presse. Au 28 février, il y a une presse qui avait fait un point de 160 milliards que l'État devait à la Sonabi. Je ne confirme pas, je ne dément pas. Mais si vous faites la progression, si au 28 février on était à 160 milliards, au 11 mai on sera à combien? À ces rythmes, on va couler la Sonabi, on n'aura plus de carburant. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut sauver la Sonabi, il faut aider le peuple burkinabé à disposer du carburant. La situation est générale. Vous êtes des journalistes, vous faites de la recherche, tapez juste sur Internet, regardez le prix des hydrocarbures dans la sous-région. On aurait aimé pouvoir offrir du carburant gratuitement à notre peuple, mais ce n'est pas possible. Et être honnête envers son peuple aussi, c'est lui dire ce qui n'est pas faisable. Et ce qui n'est pas faisable, une subvention de 400 francs par litre, en moyenne de 2 millions de litres consommés par jour, ça fait 800 millions de francs par jour. Prétendre qu'on peut continuer à injecter 800 millions par jour dans le carburant pendant que le pays est en guerre, pendant qu'on a 2 millions de déplacés internes, il faut être honnête et dire au peuple que ce n'est pas soutenable et à terme ce serait catastrophique. C'est ça la vérité. L'augmentation sera de 100 francs, elle sera applicable dès la signature de l'arrêté.